Je vous le disais tantôt, majorité au pouvoir et opposition ne parlent toujours pas le même langage au sujet de l'organisation des scrutins qui pointent à l'horizon. Après l'épineuse question de l'audit du fichier électoral qui, je vous le rappelle, n'a toujours pas trouvé de consensus, celle de la loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale divise alors qu'elle est encore en étude à la Chambre basse du Parlement. Alors si elle conforte les membres de la majorité au pouvoir, à l'opposition, les choses sont vues autrement. C'est ici donc un débat qui vient davantage alimenter les divergences au sein de la classe politique. Chaque camp entend faire entendre sa voix. Si les uns choisissent la rue, d'autres décident de boycotter les plénières sous l'arbitrage des autorités qui, eux, disent privilégier la sécurité et l'avancement des débats pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Les élections se dérouleront dans le respect du délai constitutionnel, signe et persiste la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes dans la dernière ligne droite vers les élections. Donc nous avons atteint le point de non-retour. Alors qu'est débattu le projet de loi sur la répartition de sièges par circonscription électorale à l'Assemblée nationale, en l'absence des députés du Front commun pour le Congo, qui ont claqué la porte en plein plénière faute de transparence du processus électoral en cours. Nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par les composantes. Entre-temps, le président de la Chambre basse du Parlement ne désarme pas. L'absence du FCC n'arrête pas le processus. Ils ont participé. Leurs signatures sont là. Nous leur avions écrit quand on voulait mettre en place la CENI. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Nous avons des lettres. Alors si nous entrons dans ce jeu-là du consensus, nous n'irons pas aux élections. Je vous rappelle qu'à une période, l'IDPS avait refusé, les élections ont été organisées. Et c'est ça aussi la démocratie. Ceux qui veulent vont venir, ils participeront. Ceux qui ne le veulent pas, bon, ils vont rester. Ils sont libres. Même Adolphe Mozetou, qui n'est plus en odeur de sainteté avec Martin Fayoulou, crie au manque de véracité. Les premiers s'étant biaisés, les résultats seront donc erronés. Je propose qu'il y ait, soit prévisionnellement qu'on impute aux provinces les quotas qui leur reviennent, soit qu'on attende de l'enrôlement pour avoir un fichier définitif qui pourra faire qu'on puisse convoquer le corps électoral en étant sûr que chacun, en formulant sa liste de candidats, les fasse sur base d'un fichier qui est définitif. Et la rue transformée en théâtre des tensions. Les opposants dits radicaux, après la marche étouffée dans l'œuf, ont fait fiasco lors du sitting prévu devant les sièges de la CENI. Site neutre avait argumenté l'autorité urbaine en refusant de permettre la manifestation. La témérité de 4 leaders et de leurs alliés n'a pas percé des barricades. Des opposants ont été contraints de rebrousser chemin. Nous sommes dans nos droits. Nous ne pouvons en aucun cas nous livrer comme des bêtes de somme. Qu'on nous amène aux élections truquées et puis après que les Occidentaux, tout le monde va dire nous avons pris acte. We have taken note. Non. Le député provincial Mike Mukebai, arrêté brutalement lors de la marche pacifique du 20 mai puis relâché, l'a à nouveau été cette fois-ci devant sa parcelle, offrant un spectacle violent sans gants. Où seraient passées ces humanités, s'interrogeraient bien les avertis pour qui la réponse paraît évidente. Les chefs d'accusation qui penchent sur ces députés seraient graves, une fois reconnu coupable, seulement avant sa sentence. Il a déjà expérimenté l'avant-goût à la prison centrale de Makala. Je l'ai fait pour que vous compreniez comment je me retrouve devant vous. J'ai été pris chez moi dimanche à 18h30 par des individus non identifiés, sans aucun mandat ni qualité. Moïse Katumbi, lui, s'est vu refuser l'accès au Congo central par les forces de l'ordre alors qu'il avait prévu une série d'activités politiques. Des réactions ont inondé la toile. Ses proches ont dénoncé ce qu'ils qualifient de dérives dictatoriales et finalement le gouvernement, dans son explication, a chargé l'ancien gouverneur du Katanga de vouloir s'aimer le chaos pour que les élections ne se tiennent pas. La stratégie des opposants, c'est de discréditer d'abord le processus électoral. Depuis le début, essayer de lire leur stratégie. On discrédite le processus électoral, on se victimise et on diabolise. Donc, c'est ça la stratégie. Il n'y a rien d'étonnant dans ce qu'ils disent. Mais Marc, vous conviendrez avec moi que lorsque vous voulez être des démocrates, il faut respecter les règles. À son tour, Augustin Matata Pogno avait annoncé avoir été interdit par le gouverneur de la ville d'Okikwit d'entrer dans le cadre de sa campagne. Il n'a pas pu tenir son meeting.
population a besoin d'un leadership de qualité. Elle a besoin d'une gouvernance de qualité. À l'aéroport international de Njili, les images montrant l'arrestation du reste violente du conseiller spécial de Katumbi ont provoqué des réactions dans l'opinion. Que de tenir Salomon Escadela? C'est par Twitter que Moïse Katumbi, une fois encore, dénonce l'arrestation arbitraire et illégale sans aucune base juridique. Il conclut par réclamer sa libération immédiate. Ces feuilletons violents à l'approche des élections n'est pas à son premier numéro, alors qu'à l'avènement de Félix Tshisekedi, tout portait à croire que ces cauchemars étaient enterrés. Les mêmes causes produisent donc les mêmes effets. Depuis que le pays expérimente le processus électoral, des contestations se sont enchaînées. À la recherche du consensus jamais obtenu depuis, les opposants en présence ont à maintes reprises gagné la rue pour se faire entendre à défaut d'obtenir une voix lors des débats institutionnels. Nous sommes venus pour protester contre la CENI, par contre la police. La police est instrumentalisée par le pouvoir pour brimer nos libertés. Et ça, nous n'acceptons pas. Ce n'est pas la police, notre interlocuteur. Notre interlocuteur, ce sont les pouvoirs publics, c'est la CENI qui doit organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, et pas le reste. Vers la fin du mandat de Joseph Kabila, à 3 mois de sélection, la machine à voter, les fichiers électoraux, l'exclusion au pouvoir de certains ténors au processus d'enregistrement était de la pomme des discordes qui avaient amené dans la rue les opposants d'hier, reconvertis pour beaucoup en membres de la majorité au pouvoir aujourd'hui. Nous constatons curieusement que des fois il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas la sincérité dans la collaboration. C'est ce qui nous inquiète. Alors si vous voulez, comme avant vous aviez dit, pas question de glissement, même pour un seul jour, mais organisez-vous. L'unique voie, la voie par excellence, ou la procédure de l'accès à la gestion de la chose publique que le pays a choisi, c'est la voie électorale. Si vous voulez faire partir M. Félix Tshisekedi, acceptez de l'affronter et faites-les partir sur la voie électorale que de créer des choses et de monter les choses. Si Moïse Katumbi n'avait pas pu rentrer au pays pour déposer sa candidature, Jean-Pierre Bemba avait vu sa candidature rejetée par la CENI, puis en appel par la Cour constitutionnelle en raison d'une procédure en cours à la CPI. Le décor similaire à celui qui avait prévalu à la mise en action du comité laïque de coordination, qui, le 18 mai dernier, a refait surface par un communiqué en annonçant des grandes manifestations qui seront organisées pour faire échec au chaos électoral. De quoi envisager que si hier le CLC avait marché avec l'UDPS et d'autres ténors de l'opposition, cette fois c'est avec la nouvelle opposition qui hier était au pouvoir et ne cédait rien que les laïcs vont devoir évoluer. L'histoire se répète pourtant sans les sons. On leur a fait un couloir pour qu'ils aient rencontré le bureau de la CENI et qu'ils discutent des préoccupations qui sont les leurs. Ils ont refusé, donc soit qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, soit qu'ils veulent les chaos et ils espèrent pouvoir tirer profit du chaos de je ne sais quelle manière dans un contexte où nous avons de foyers des tensions dans le pays. À quand les festivités autour des élections? Cette illustration de la démocratie ne devrait pas s'éloigner des Congolais engagés dans ces processus où le peuple se rend au centre de tous les intérêts. Sans consensus, les risques de faire basculer le pays dans un cycle de violence n'est pas exclu comme autrefois. Au-delà des tergiversations politiques, le peuple dont la souveraineté est confisquée attend des résultats sur ses réels besoins et non les contestations, les négociations et la résistance. Alors Thierry, selon moi, la loi sur la répartition des sièges est en examen à la Chambre basse du Parlement, chemin de non-retour pour la CENI. À l'opposition, on crie déjà à la non-transparence, le FCC claque la porte. Est-ce que c'est finalement le schéma du jeu politique à chaque organisation des élections? Écoutez, je vous remercie déjà de m'avoir invité. Je pense sincèrement que ce jeu politique dure depuis un peu trop d'années maintenant. Il vous en souviendra qu'en 2006, nous avons eu des élections qui ont été chaotiques à 2 tours. En 2011, il y a eu le refus du père de l'actuel chef de l'État. Et c'est un cycle qui se répète constamment. Mais que reproche-t-on exactement dans le processus électoral de la répartition des sièges? Parce qu'il faut comprendre une thématique, c'est que cela dépend du nombre d'enrôlés au niveau d'un territoire. Et aujourd'hui, quelle est la situation politique du pays? Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'état de siège. Ça veut dire qu'il y a énormément de déplacés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu des morts. Vous avez vu des exactions qui se sont passées dans différents recoins du pays, à Béni et tant d'autres. Ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est le nombre d'enrôlés. Mais le nombre d'enrôlés va de soi par rapport à la situation politique du pays. Si vous prenez par exemple en 2018, nous avons eu le même problème au niveau de l'Équateur. Il
il y avait l'épidémie d'Ebola. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des secteurs d'Iboko, d'Ikoko? C'est qu'il n'y avait pas moyen d'aller enrôler les personnes dans ce sillage-là, parce qu'il y avait exactement le virus d'Ebola. J'ai été candidat en 2018, nous avons eu un problème de se rendre dans ces territoires-là, même après qu'on nous ait autorisé à s'y rendre. Pourquoi? Parce que la population avait peur d'être dans ces recoins-là, d'où il y a eu une forte abstention dans ce recoin-là du pays. En tenant compte de la situation actuelle du pays, nous nous rendons compte simplement que la répartition des sièges dépend de l'actualité actuelle des choses et que c'est tout à fait normal que vous voyez qu'il y ait une augmentation, par exemple, à l'ouest du pays, étant donné une certaine accalmie, et qu'il y ait une diminution par rapport au nord Kivu, au sud Kivu, à l'Ituri, parce que nous sommes dans une situation assez drastique dans ce recoin du pays. Ce qui justifie justement ce déséquilibre dans certaines circonscriptions. Par exemple, où on a eu beaucoup plus d'enrôlés et moins de circonscriptions, moins de sièges. Mais exactement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'état de siège. Cela signifie qu'il y a un problème au niveau de ces motifs pour la CENI de justifier un déséquilibre. C'est une justification qui paraît plausible aujourd'hui. Arrêtons de toujours mettre les choses derrière l'opposition, la majorité, mais nous prenons en compte la situation actuelle du pays qui ne permet pas la tenue aujourd'hui d'avoir un plus grand nombre d'électeurs dans ce recoin-là, car il y a eu un déplacement des populations qui vivent dans ces recoins-là pour des camps de concentration, des camps des réfugiés et bien d'autres. Ce que fait aujourd'hui le travail de la CENI jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est que c'est un travail formidable. Elle est réprochable? Tout est toujours reprochable. Ce qui tient à l'œuvre humaine est toujours... À son niveau, à quelle marge? Aujourd'hui, quel est le niveau que nous devons donner à l'action de la CENI? Il y a une évolution, il y a eu l'enrôlement qui s'est tenu, tant bien que mal, mais la CENI fait son travail. C'est sûrement dans l'optique de débloquer les moyens qui posent un peu problème, mais nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, que la CENI court après un calendrier électoral, elle est à même de pouvoir tenir ces élections, donnant à la CENI les moyens. En 2018, nous avons reproché la machine à voter. Une semaine avant, vous avez vu tous les candidats à l'élection présidentielle au niveau législatif aller dans leurs circonscriptions électorales. Pourtant, l'enrôlement a posé d'énormes problèmes. Alors, comment expliquer justement que, comment on a fini à anticiper sur des circonscriptions là où on ne s'est pas enrôlé? Comment on le justifie? Écoutez, je pense que vous pouvez voir en dessous du document publié par la CENI, il y a eu des territoires qui n'ont pas été tenus en compte. Cela a été le cas également en 2018. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à la situation politique et de l'heure, il n'y a pas moyen de tenir au niveau de ces circonscriptions-là des enrôlements. Comme c'est le cas aussi, je pense qu'en 2018, nous n'avons pas eu des élections municipales, tant décriées par la population. Aujourd'hui, cela a été mis en compte également. Alors, je pense que rien n'est parfait, mais je pense que sur le long terme, nous pouvons aujourd'hui trouver un mécanisme au niveau de l'Assemblée nationale de mettre en place les lois dans les institutions pour permettre, dans un avenir proche, je pense que nous devons nous servir des 3 cycles électoraux que nous avons eus jusqu'à présent pour améliorer les choses. Ça ne doit plus tourner autour des acteurs politiques, mais dans l'intérêt de la population, de mettre en place des institutions fortes pour permettre à la CENI, dans un futur proche, d'avoir des élections plus crédibles. Alors, des marches réprimées, des sit-ins étouffés, des entrées interdites pour certaines oppositions dans certains coins, tout compte fait. Quel est le message que la population devrait capter? C'est d'arrêter... On étouffe l'opposition, il faut... Non, je pense que ce n'est pas étouffer l'opposition. Aujourd'hui, je pense que c'est un mécanisme qu'utilise l'opposition du pays continuellement et perpétuellement pour essayer, à 6 mois des élections, de se donner une voie royale vers les élections. Parce qu'il faut tenir compte d'une chose. Oui, je suis de la majorité. Et le chef de l'État a mentionné une chose lors de sa visite en Chine. Il a spécifié que nous avons hérité aujourd'hui d'un système mis en place par les forces de l'ordre qui date pas d'il y a 5 ans, mais qui date de plus de 18 ans. Aujourd'hui, ce que je ne vais pas essayer de faire, c'est de donner une excuse à cela. Mais il faut comprendre une chose, c'est que l'opposition aujourd'hui comprend la communication qui doit être faite. Ça veut dire que malgré le changement d'itinéraire qui leur a été imposé, ils ont quand même accepté de mettre en place, d'aller sur l'objectif qui était la leur dès le départ. Ça veut dire que l'itinéraire qu'ils avaient mis en place, tout en sachant qu'il y aurait une répression policière. Nous ne souhaitons pas, nous accusons, et je dénonce cette répression policière, parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas être ceux qui étaient hier dans la rue et aujourd'hui au pouvoir et refaire les mêmes erreurs. Je pense que, sincèrement, des actions concrètes doivent être prises à l'encontre des policiers, mais également à l'encontre des opposants. Pour quelles raisons? Pas des autorités? Non, du tout? Chaque responsabilité
arrive à point nommé. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités au niveau des services de sécurité doivent être tenues doivent prendre considération de ce qu'ils ont fait. Le gouverneur également doit faire un compte-rendu de la manifestation, le bilan doit être fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des casses, au niveau des blessures, des morts, tout doit être fait. La responsabilité, elle est partagée partout et ça doit être le cas partout dans le monde. Ce que je veux spécifier dans cet exercice, c'est que nous ne devons plus tomber dans cet apparat qui est continuellement, avant les élections, de sortir dans les rues, de braguer, de crier. Le CLC entre en jeu, on risque de vivre un tout petit peu 2018. Hein. Mais pourquoi vivons-nous cela? Le même jeu se dessine, le CLC qui entre en jeu, des contestations, finalement le climat semble s'électriser de plus en plus. Parce qu'il y a une réalité, c'est que nous allons bel et bien aux élections. Rendre ce processus chaotique permet d'aller dans un dialogue ou dans des pourparlers pour essayer de prolonger quelque chose. Mais il faut comprendre une chose, pour ceux qui veulent une transition stipule que nous devons sortir d'une période critique du pays pour aller vers une démocratie. Mais nous avons une démocratie, un président élu par une alternance du pouvoir qui a mené aujourd'hui à sa venue au pouvoir. Alors la transition, quel est le but réel d'une transition en ce moment spécifiquement? Nous ne pouvons pas quitter d'une démocratie à une transition pour aller à une démocratie. Nous sommes déjà dans une démocratie, nous sommes dans un processus qui va nous conduire aux élections. C'est à l'opposition de se préparer, d'aller aux élections et s'il faut battre notre candidat à l'élection présidentielle, il faut le faire. Alors, dernière question, quels sont les arguments consensuels qui soutiendraient justement la crédibilité de ces scrutins? Mais je pense qu'il y a eu aujourd'hui l'ouverture par rapport à l'audit externe qui a été faite. L'EIF. Très contesté d'ailleurs. Très contesté parce que l'EIF a passé plus d'une semaine à discuter avec l'opposition et 2-3 jours à parler avec le pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République est une alternative concrète. Tout n'a pas été parfait. Les choses sont à revoir. Une amélioration est à faire. Mais il faut comprendre une chose. C'est que si nous devons embrasser, l'œuvre humaine n'est pas parfaite, nous devons apporter des solutions. Et le président de l'Assemblée nationale, qui est l'autorité morale de mon regroupement politique, a spécifié une chose. C'est que même l'UDPS, de par le passé, a contesté, a claqué la porte. Ce n'est pas nouveau, comme on dit. Mais le problème est lequel? C'est que pendant 5 ans, dans l'hémicycle, qu'avez-vous proposé concrètement pour améliorer la situation? On devrait poser la même question à l'UDPS il y a quelques années. Mais lorsqu'un camp propose, l'autre doit le faire. Mais vous ne devez pas attendre d'arriver à 6 mois des élections pour dire non, vous voyez, là, en ce moment, nous ne voulons plus des élections. Parce que je pense que c'est plutôt une réalité dans laquelle ils sont confrontés aujourd'hui, c'est que nous n'avons rien proposé de concret. Nous n'avons exactement pas un programme concis pour aller vers la population que de dénoncer le pouvoir. Et aujourd'hui, malheureusement, moi, j'aimerais voir une évolution du discours politique des opposants qui peuvent dire aujourd'hui dorénavant, nous allons apporter quelque chose et si rien n'a été fait, nous allons proposer directement auprès de la population afin que la population puisse élire des dirigeants dignes de ce nom. Très bien. Passons au second dossier.